Il existe une force invisible qui défie le temps, l'espace et même la logique. Lorsque deux âmes se reconnaissent au-delà des masques, des rôles sociaux et des blessures de l'ego, aucune distance n'est trop grande, aucune circonstance n'est assez forte pour les maintenir séparés. C'est comme si quelque chose d'ancestral se manifestait dans cette rencontre, quelque chose qui était écrit bien avant le premier regard. Il ne s'agit pas de romantiser, mais de reconnaître une vérité profonde. Il existe des liens qui transcendent la compréhension ordinaire et qui révèlent en nous des parties cachées de notre être. Et si ce lien était en réalité un appel de l'âme à la grande aventure de l'individuation, une reconnexion qui éveille non seulement l'amour, mais aussi la totalité? Si vous croyez que rien ne peut séparer deux âmes véritablement connectées, écrivez en commentaire. L'âme reconnaît ce que le temps n'efface pas. Profitez-en aussi pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et laisser votre soutien dans les commentaires. Cela renforce cet espace de conscience et nous permet de continuer à partager des contenus comme celui-ci. Dans la psychologie analytique de Carl Gustav Jung, la rencontre de deux âmes véritablement liées n'est pas un simple hasard affectif, mais un événement archétypique, un appel profond de la psyché vers la totalité. Jung comprenait que l'âme humaine cherche inlassablement sa complétude à travers le processus d'individuation et que certaines rencontres agissent comme des catalyseurs de ce chemin. Lorsque deux âmes se reconnaissent, il se produit ce que Jung appelait la manifestation du soi, le centre régulateur de la psyché qui oriente l'individu vers son essence. Ces liens activent des contenus inconscients, souvent par le biais de la projection, où des attributs refoulés ou ignorés apparaissent dans l'autre. Dans le même temps, cet autre agit comme miroir de l'ombre, révélant les aspects de nous-mêmes que nous nions. Derrière l'attirance et l'intensité du lien se cache donc souvent une convocation archétypique. L'âme reconnaît chez l'autre ce qui lui manque encore. Surgit alors le défi d'intégrer les opposés intérieurs, tels que le masculin et le féminin, l'animus et l'anima, dont les images inconscientes sont souvent projetées sur le partenaire. Cette expérience peut être profondément transformatrice, mais elle exige aussi beaucoup, car elle fait remonter à la surface blessures, illusions et désirs profonds. C'est pourquoi, lorsque deux âmes sont réellement connectées, ce qui les unit n'est pas seulement l'émotion ou l'affinité, mais la possibilité d'une évolution réciproque. La relation devient un champ symbolique de guérison, d'affrontement et de transcendance. Et même si des facteurs extérieurs les séparent, le lien demeure vivant dans l'inconscient, agissant en silence jusqu'à ce que, par une force plus grande, la rencontre se produise à nouveau, ou que la transformation intérieure soit achevée. Il existe un langage qui ne s'exprime ni par des mots ni par la logique, mais par des symboles, des coïncidences et des rencontres qui semblent écrites dans une autre dimension du temps. Carl Jung a nommé ce langage la synchronicité, et elle se manifeste comme un alignement significatif entre des événements extérieurs et des états intérieurs de la psyché. Lorsque deux âmes sont destinées à se retrouver, ce principe agit comme un fil invisible, tissant des circonstances qui défient le hasard et révèlent un sens plus profond. Ce n'est ni de la magie, ni de la superstition, mais la révélation d'un ordre symbolique et psychique qui opère au-delà de la raison. La synchronicité est en essence un appel de l'âme. Lorsqu'une personne nous éveille un sentiment de reconnaissance inexplicable, comme si nous la connaissions déjà sans jamais lui avoir adressé un mot, nous vivons un de ces instants. Jung soulignait que ces expériences ne sont pas de simples coïncidences, mais l'expression d'un lien entre l'inconscient collectif et le monde extérieur. C'est comme si l'univers nous répondait à travers des événements porteurs d'un contenu archétypique et transformateur. Ces rencontres ne viennent pas pour distraire, elles viennent pour secouer nos structures, ouvrir des chemins et initier des processus intérieurs. Bien souvent, quand deux âmes réellement connectées se croisent, tout autour semble conspirer à cette rencontre. Un livre oublié sur une étagère, un voyage improvisé, une modification imprévue de routine, de petits gestes qui, rétrospectivement, semblent former un scénario conduisant à quelque chose de plus grand. Ce sont ces moments qui nous arrêtent et nous font sentir qu'il existe quelque chose au-delà du visible, une force qui nous observe et nous guide. Jung pensait que la synchronicité ne désignait pas seulement la rencontre entre deux personnes, mais aussi la rencontre avec le soi, le centre de la psyché qui cherche à s'exprimer et à s'intégrer. Lorsqu'une personne entre dans notre vie de façon inattendue, réveillant émotions, souvenirs et significations profondes, elle peut incarner un symbole vivant de ce qui s'active en nous.
Voilà pourquoi le concept de synchronicité rejoint celui d'âme. Il ne s'agit pas seulement de l'autre, mais de ce qu'il représente sur notre chemin d'individuation. Les âmes qui se retrouvent sous ce voile de synchronicité se reconnaissent en silence. C'est une impression de foyer même sans histoire, de plénitude même sans explication. Et même si l'esprit doute, le corps, le regard et le cœur savent qu'il se joue là quelque chose de plus grand. Ce lien porte l'énergie des archétypes, formes universelles de l'expérience humaine. Dans cette rencontre, les deux êtres non seulement se voient, mais se révèlent, chacun devenant à la fois clé et miroir de l'autre. Cependant, ce que la synchronicité rapproche, la conscience doit l'assumer. Il ne suffit pas que l'univers unisse deux âmes si elles ne sont pas prêtes à avancer vers leur propre centre. Souvent, la rencontre se produit avant que le temps psychologique soit mûr. Cela peut provoquer des ruptures, des éloignements, des retrouvailles ultérieures, tous orchestrés par cette intelligence symbolique qui guide les vrais processus de transformation. Il existe une sagesse cachée dans les rencontres que nous ne savons pas expliquer. Lorsque deux âmes sont réellement liées, la vie crée des ponts. Et même si ces ponts semblent s'écrouler, quelque chose persiste dans l'invisible. Le lien peut être interrompu sur le plan matériel, mais il reste vivant dans l'inconscient, nourrissant rêves, réflexions et mouvements intérieurs. Ainsi, même séparés, les êtres continuent d'influencer le destin l'un de l'autre jusqu'à ce qu'une nouvelle occasion surgisse, pour cheminer ensemble ou conclure ce qui était resté inachevé. La synchronicité est alors la signature de l'invisible. Elle nous invite à voir le monde non seulement comme une suite de causes et d'effets, mais comme une tapisserie symbolique où chaque fil a un sens. Et lorsque deux âmes s'alignent à cette tapisserie, elles se rencontrent, non par besoin mais par destin, non par manque mais par expansion. Accepter la synchronicité, c'est reconnaître que l'amour profond n'est pas seulement construit, il est aussi rappelé, évoqué depuis une strate oubliée de l'existence, où les âmes s'étaient déjà reconnues avant que les corps ne se touchent. Toute véritable rencontre d'âme commence par une reconnaissance, non pas rationnelle, mais viscérale, symbolique, qui traverse les couches de la conscience et atteint des régions dont nous ignorions l'existence. Pourtant, selon Jung, ce type de reconnaissance, aussi intense soit-il, est souvent médiatisé par un phénomène psychique appelé projection. C'est à travers elle que nous voyons dans l'autre des parties de nous, celles que nous aimons comme celles que nous rejetons. Voilà pourquoi le lien entre deux âmes peut être un miroir exigeant. Il unit par le charme, mais il sépare quand l'image projetée commence à s'effacer. La projection est un mécanisme naturel et inévitable de l'inconscient. Lorsque nous nous relions profondément à quelqu'un, il est courant de projeter sur lui nos images intérieures, en lui attribuant des qualités qui appartiennent en réalité à notre psyché. Cet autre devient alors un symbole vivant de nos idéalisations, de nos désirs refoulés, de nos blessures non guéries ou de nos potentiels encore inexplorés. L'amour ressenti est, pour une large part, l'amour de ce qui mûrit encore en nous. Jung nous mettait en garde. Ce qui nous attire ou nous dérange le plus chez l'autre révèle généralement quelque chose d'essentiel sur notre propre âme. Dans une relation profonde, les projections peuvent d'abord agir comme un lien puissant, donnant l'impression de complétude. Nous croyons avoir trouvé notre moitié, alors que nous rencontrons surtout des parties de nous reflétées dans celui qui se tient devant nous. C'est un moment magique, mais aussi illusoire. Car à mesure que la relation avance, le voile de la projection tombe, et l'autre apparaît tel qu'il est vraiment, imparfait, complexe, humain. C'est à ce moment que beaucoup de liens se rompent, l'enchantement se dissipe et la réalité s'impose. Celui qui paraissait notre salut devient source de frustration, incapable de porter plus longtemps l'image idéalisée que nous projetions sur lui. Pourtant, c'est précisément là que peut commencer la véritable connexion. Si les deux acceptent de traverser ce passage, la relation cesse d'être un miroir narcissique pour devenir un espace d'individuation réciproque. La douleur de la désillusion peut devenir un tremplin. Lorsque nous comprenons que nous n'aimions pas l'autre, mais l'image projetée, nous avons la possibilité de reprendre cette projection et de l'intégrer en nous. L'autre cesse d'être sauveur ou menace et devient compagnon de route, révélateur de ce que nous sommes réellement. C'est dans ce mouvement que l'amour mûrit, non plus basé sur des idéalisations, mais sur la présence, l'acceptation et la vérité. La reconnaissance d'âme ne signifie donc pas seulement se sentir chez soi dans l'autre, mais aussi être confronté à lui.
C'est dans cette confrontation que nous grandissons. L'autre nous montre ce que nous devons encore guérir, développer ou abandonner. Et si nous accueillons cette révélation sans fuir ni blâmer, le lien s'approfondit. Il devient alchimique, un espace où chacun se transforme en acceptant d'être vu et de voir l'autre avec authenticité. Jung décrivait l'individuation comme le chemin pour devenir soi-même en vérité. Les relations profondes sont souvent les plus grands catalyseurs de ce processus, car elles activent les contenus inconscients les plus puissants, positifs comme négatifs. En reconnaissant que l'autre est un miroir, nous cessons d'attendre de lui ce qui ne peut être trouvé qu'en nous. En même temps, nous honorons le rôle qu'il joue dans notre parcours. Une véritable connexion libérée des projections ne s'affaiblit pas, elle s'enracine. Il ne s'agit plus d'une complétude illusoire, mais d'un partenariat conscient. Deux âmes qui, tout en voyant les ombres l'une de l'autre, choisissent malgré tout de marcher ensemble. C'est ce choix qui soutient ce qu'aucune force extérieure ne peut briser. L'amour qui naît après la chute des projections n'est plus aveugle. Il devient lucide, compatissant, transformateur. Un amour qui ne rêve pas mais qui voit, qui n'exige pas la perfection, mais cultive la présence, qui n'enchaîne pas mais libère. Et c'est pourquoi, lorsque deux âmes sont réellement connectées, même après la brisure du miroir des projections, elles continuent de se choisir, non pas pour ce qu'elles espéraient, mais pour ce qu'elles sont devenues. Toute connexion profonde nous confronte inévitablement à notre obscurité. C'est justement dans ce territoire inconfortable, où les masques tombent et les défenses s'effritent, que réside une des plus grandes chances d'évolution de l'âme. Pour Jung, ce processus est inévitable. Entrer vraiment en relation, c'est activer la rencontre avec l'ombre, tout ce que nous rejetons, nions ou cachons en nous. Et paradoxalement, c'est dans ce face-à-face que l'amour dévoile sa puissance la plus transformatrice. L'ombre, selon Jung, est faite de tout ce que l'ego refuse de reconnaître comme sien. Pulsions, peurs, désirs, traumatismes et potentiels refoulés s'y accumulent, influençant nos comportements et émotions sans que nous en ayons conscience. Lorsque nous nous passionnons pour quelqu'un, cette personne devient un canal par lequel l'ombre remonte à la surface, non par malveillance, mais par nécessité évolutive. Nous idéalisons souvent l'amour comme refuge, réconfort et plénitude. Mais l'amour véritable est aussi un miroir impitoyable. Il met à nu nos insécurités, nos blessures d'enfance, nos jalousies, nos colères, nos fragilités. Ce que nous percevons comme défauts chez l'autre sont souvent des projections de ce que nous n'avons pas encore intégré. Les conflits dans les relations profondes ne sont donc pas des échecs, mais des signes que l'ombre demande à être vue. Quand deux âmes sont vraiment liées, leur lien devient un champ vivant de transformation. La présence de l'autre active des mémoires enfouies, des schémas familiaux, des sentiments d'abandon ou de rejet. Tout cela peut surgir avec force, provoquant douleur et confusion. Mais si la conscience et la volonté d'introspection sont présentes, ce chaos se convertit en clarté. L'amour cesse d'être fuite et devient chemin de guérison. La relation devient alors un laboratoire alchimique où la psyché se transforme. Comme dans l'alchimie, il faut traverser des phases de décomposition, purification, réintégration. La douleur n'est pas la fin, mais le processus. C'est l'appel de l'âme vers son unité. Chaque conflit traversé avec présence réorganise quelque chose en nous. Il ne s'agit pas de changer l'autre, mais de voir ce qui l'éveille. Dans cette conscience, nous nous libérons de vieux schémas qui emprisonnaient notre essence. Beaucoup évitent cet affrontement par peur de la douleur ou du rejet. Pourtant, dans une véritable connexion d'âme, une force plus grande soutient le processus. Le lien ne se brise pas face à la douleur, il s'approfondit. Cela n'implique pas de tolérer des abus, mais de reconnaître que la douleur peut avoir une fonction psychique, montrer où la lumière n'est pas encore entrée. Quand les deux s'engagent dans leur propre évolution, la relation devient une danse entre obscurité et éveil. Dans ce processus, l'autre cesse d'être coupable de nos émotions et devient partenaire de guérison. La colère révèle nos blessures de dignité. La peur montre où nous ne nous faisons pas encore confiance. L'insécurité dévoile les lieux où l'amour de soi doit être reconstruit. Chaque émotion devient guide et la relation se transforme en voie spirituelle, où aimer signifie aussi éclairer. Jung disait « Il n'y a pas d'éveil de conscience sans douleur ». La rencontre avec l'ombre est douloureuse mais libératrice. En traversant cette obscurité avec courage, nous découvrons des trésors cachés.
des dons, des forces, des vérités longtemps recouvertes de peur. L'amour cesse d'être besoin et devient espace d'expression authentique. Et c'est dans ce sol fertile, où tout ce qui était refoulé a été accueilli, que l'âme peut fleurir. La connexion entre deux âmes ne se mesure pas à l'absence de conflit, mais à la capacité de traverser les tempêtes avec intégrité. Quand l'ombre est intégrée, le lien devient plus solide, plus humain, plus vrai. L'autre n'est plus un idéal, mais un compagnon réel avec ses lumières et ses ombres, comme nous. De cette reconnaissance mutuelle naît l'amour qui guérit, transforme et libère. Quand deux âmes acceptent de regarder leurs ombres sans se fuir ni se détruire, elles accèdent à une dimension de l'amour rare, celle qui touche au sacré. Car aimer, au fond, c'est se laisser voir entièrement, y compris dans ce que nous apprenons encore à être. Dans la psyché humaine, selon Jung, vivent des images archétypiques qui façonnent nos relations, surtout les plus intenses. Parmi elles, deux dominent le champ affectif, anima et animus. L'anima est l'aspect féminin inconscient de l'homme. L'animus est l'aspect masculin inconscient de la femme. Ces principes dépassent la biologie ou le genre. Ils expriment la polarité essentielle en chacun de nous. Et c'est précisément dans la tension entre ces opposés que naît la possibilité de véritable intégration. Quand deux âmes se relient en profondeur, il ne s'agit pas seulement d'amour entre deux individus, mais du dialogue symbolique entre ces forces intérieures. L'attirance initiale pour quelqu'un naît souvent de la projection de l'anima ou de l'animus. Chez l'homme, l'anima peut être projeté sur une femme incarnant sensibilité, intuition, tendresse ou mystère, non parce qu'elle est exactement ainsi, mais parce qu'elle éveille chez lui ses qualités refoulées. Chez la femme, l'animus peut être projeté sur un homme représentant force, autorité ou intellect, non parce qu'il est cela en réalité, mais parce qu'il active en elle l'image inconsciente du masculin. Ces projections créent un magnétisme intense. L'autre devient la complétude, la clé de ce qui manque en nous. Mais à mesure que la vie commune révèle la réalité de l'autre, ses failles et limites, les projections se dissolvent. Beaucoup de liens entrent alors en crise, car ce qui paraissait amour n'était qu'un miroir de ce qui devait être développé intérieurement. Mais cette crise n'est pas la fin. C'est le début de l'alchimie psychique que Jung décrivait. La dissolution des projections est douloureuse mais nécessaire. À ce moment, la relation peut passer de l'illusion à la vérité. Celui qui paraissait tout devient réel, imparfait, mais essentiel. Si nous supportons ce passage, le lien se transforme en espace d'évolution. Chacun intègre en soi ce qu'il cherchait chez l'autre. L'anima intégré rend l'homme plus en lien avec ses émotions, sa créativité et son intuition. Il cesse de projeter ses qualités sur des figures extérieures et vit sa totalité avec équilibre. L'animus intégré permet à la femme de reconnaître sa force, sa logique et son autonomie sans dépendre de figures masculines. Cet équilibre nourrit non seulement l'individu, mais aussi ses relations. Quand deux âmes sont vraiment connectées, ce processus d'intégration se produit pour les deux. La relation devient miroir d'individuation. Chaque défi, chaque crise, chaque éloignement ou réconciliation offre une opportunité de croissance intérieure. L'amour cesse d'être dépendance et devient liberté. Il ne s'agit plus de compléter l'autre, mais de partager le chemin vers l'unité. L'alchimie de l'amour véritable survient quand les deux comprennent que l'autre n'est pas venu combler un vide, mais éclairer une voie. La rencontre anima-animus n'est pas seulement romantique, mais profondément spirituelle. Elle appelle à réunir en soi ce qui était séparé, à aimer non pas l'idéal mais le miroir, à désirer non seulement être ensemble, mais grandir ensemble. Cette intégration intérieure a des effets concrets, une communication plus authentique, des limites plus saines, un attachement plus conscient. On ne cherche plus chez l'autre ce qui ne peut se cultiver qu'en soi. Cette maturité soutient les connexions qui résistent au temps et à la distance, car elles ne reposent pas sur le manque, mais sur la présence, pas sur des fantasmes, mais sur des réalités transformées. Jung savait que l'amour le plus profond n'est pas celui qui nous complète, mais celui qui nous révèle. Quand deux âmes se rencontrent ainsi, elles ne vivent pas seulement une histoire, elles participent à un processus symbolique de guérison et d'individuation. Elles sont appelées à s'éveiller à elles-mêmes à travers la présence de l'autre. C'est un appel archétypique, une invitation à devenir entier. Ainsi, la véritable rencontre des âmes est aussi la rencontre avec le soi. L'autre devient le miroir sacré du chemin intérieur, et quand cette intégration advient,
Rien ne peut séparer ces âmes, car elles se sont reconnues dans la seule dimension où l'amour est éternel, en elle-même. Quand deux âmes se reconnaissent profondément, il se produit bien plus qu'une relation. Une transformation symbolique commence. La synchronicité dévoile le but caché de la rencontre. Les projections révèlent ce qui doit être guéri. L'ombre confronte, mais libère aussi. L'intégration d'Anima et d'Animus appelle à la totalité. Chaque pas vécu ensemble devient un miroir de soi. Et dans ce reflet éclot l'amour véritable, non comme dépendance, mais comme expansion. Peu importe le temps ou la distance. Si le lien est réel, il continue d'agir dans l'invisible, nourrissant la croissance des deux, même séparés. Car ce qui unit deux âmes vraiment connectées ne peut être défait, seulement transformé. Si ce voyage a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des contenus qui approfondissent l'âme et éclairent le chemin de la connaissance de soi. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Elle est la prochaine étape de ce parcours d'éveil intérieur. Votre présence ici fait partie de ce processus. Et rappelez-vous, toute connexion véritable commence par la rencontre avec soi-même.